Bonjour, aujourd'hui mardi 18 mai, cours numéro 23. Alors nous avons, à propos de cette crise Covid, passé 2 séances à préciser du vocabulaire de notions, donner des repères sur les notions de crise en général. Et la fois dernière, nous avons parlé de la crise Covid en particulier grâce à ce travail préparatoire. Et nous avions montré que cette crise Covid, du point de vue économique, était extrêmement originale par rapport à ce qu'on connaissait dans la panoplie des crises, puisque c'était un double choc négatif à la fois d'offres et de demande, et non pas l'un ou bien l'autre, mais l'un et l'autre, un double choc négatif d'offres et de demande. C'est ainsi qu'on pouvait le mieux repérer la nature de cette crise. Alors, nous allons continuer à l'explorer aujourd'hui et nous allons voir dans un nouveau paragraphe les effets de cette crise Covid sur la circulation des revenus. Alors, on va présenter, je vais y arriver, voilà. Donc, les effets de la crise Covid sur la circulation du revenu, ça va être notre grand B. Alors, à la base, comme on vient de le voir, ce double choc donc négatif d'offre et de demande s'est traduit par un recul extrêmement important du PIB dans les différents pays. Alors, avec des variations, on ne va pas s'abreuver de chiffres ici. Le flux de richesses nouvelles créées a été bien moindre, dans des proportions jusqu'ici inégalé, on compare ça à la Seconde Guerre mondiale par certains côtés, hein. Et donc cela se traduit mécaniquement par une circulation des revenus en conséquence qui va en être affectée puisqu'il y a moins de création de richesses temporairement. La circulation de cette richesse dans l'économie sous forme de revenus ne peut pas rester inchangée. Et donc, des économistes ont travaillé là-dessus, et c'est des équipes autour de l'économiste Richard Baldwin, B-A-L-D-W-I-N, qui est professeur d'économie internationale à Genève, je crois, de mémoire, qui a fait pas mal de travaux là-dessus, publié beaucoup d'articles, des publications en ligne au fur et à mesure des événements. Et donc, il a proposé d'utiliser de façon assez classique un diagramme de circuit économique pour essayer de représenter un petit peu ce qui se passait. Et donc, ce circuit économique nous permet de mettre en scène différents grands flux d'échanges de l'économie entre les principaux pôles économiques et de voir les interactions. Et donc, ça permet de voir où est-ce qu'il y a des modifications, des changements. Alors, regardons ceci tout de suite. Voilà, donc je suis allé chercher dans les publications là, sur la crise économique Covid de Baldwin, là, ce schéma. Donc, vous voyez un certain nombre dans les rectangles, là, vous avez un certain nombre d'agents économiques stylisés, donc les ménages, le gouvernement. Donc les ménages, ce sont tous ceux qui consomment, plus au sens strict les entrepreneurs individuels, hein, mais que parfois on va ranger ici plutôt dans les entreprises. Donc les entreprises, c'est de l'autre côté de l'horizontale, qu'elles soient individuelles ou sociétaires. Le gouvernement au milieu sur la ligne dans l'administration publique, hein, les États. En bas à gauche est figuré tout le secteur financier, donc les banques, les institutions financières de toute nature, les marchés financiers. Et dans ce circuit stylisé, pour pouvoir envisager les relations internationales, suivant le vocabulaire habituel, ce qu'on appelle le reste du monde, hein. Donc, on se place du point de vue d'un pays, hein, et ce qui n'est pas de ce pays, c'est le reste, c'est-à-dire c'est le reste du monde. Et réciproquement, si on se met dans un pays du reste du monde, le reste du monde pour ce pays, c'est le complément
hein, pour arriver à la planète tout entière. Donc on peut avoir un petit circuit d'économie internationale ici. Alors si vous avez, alors il n'y a pas d'ordre de préséance particulière, si vous voulez, mais peut-être au niveau des, par exemple des ménages, on va voir par exemple que des ménages vont à ce moment-là se retrouver soit en situation d'impossibilité de travailler, vont se retrouver, ce qui n'est pas si mal que ça, si je puis dire, au regard de nombreux pays en situation de chômage partiel, indemnisés, vont être forcés au confinement, vont réduire leurs dépenses, diminuant ainsi la demande domestique, et la demande va être d'autant plus réduite que les accès à nombre de commerces deviennent impossibles. Donc ici, vous avez, partant des ménages, vers le haut et la droite, une croix rouge qui bloque le circuit où les ménages dépenseraient et où des revenus iraient vers les entreprises. Et donc, alors la croix ne veut pas dire que c'est absolument, ce circuit est absolument fermé, mais disons qu'il y a un filtrage puisque une partie des dépenses habituelles n'ont pas lieu, hein, ici. Vous avez également l'alter ego, la croix juste à côté, ou qui part des ménages et qui va vers le reste du monde, c'est-à-dire que si la croix partie droite de ménage vers entreprise, c'est des entreprises domestiques, eh bien ce sont les mêmes histoires de dépenses qui se font moins en termes de produits importés, hein. Donc les ménages restreignent leurs dépenses, inquiets par précaution ou ne pouvant pas, hein, puisque les lieux de distribution sont parfois fermés. Donc vous allez avoir ici les deux blocages sur la partie gauche du schéma, aussi bien vers les entreprises domestiques que les entreprises du reste du monde. Alors, toujours pareil, ce n'est pas une fermeture complète, il y a quand même des importations, on peut acheter en ligne, voilà, hein, même si le commerce physique peut être fermé, voilà. Donc, enfin, il y a quand même un gros filtrage. Puisqu'on parlait des ménages qui réduisent leurs dépenses, on peut dire un mot tout de suite des ménages qui vont à ce moment-là épargner fortement. Alors cette épargne, vous voyez à peu près sur l'année 2020 et l'année 2021, pour laquelle on est à peu près pas encore à la moitié, mais on approche de la moitié, et avec les informations, les prévisions qu'on a à peu près aujourd'hui, toujours difficile, mais l'estimation converge autour, à peu près sur les 2 années, un surcroît d'épargne de 160 milliards d'euros, donc de dépenses qui n'ont pas été effectuées, dans ce surcroît d'épargne, donc dû à une épargne qu'on appelle de précaution, hein, parce que les ménages craignent l'après-Covid, comment ça va fonctionner, quand les aides vont être allégées mécaniquement, quels sont les secteurs qui vont repartir, pas repartir, comment. Et donc face à la crainte, les ménages qui le peuvent, mais je dirais à la limite sur les montants, chacun à son échelle, essaie de se constituer cette épargne dite de précaution, par crainte. Et une autre partie de cette épargne, 160 milliards estimés sur les 2 années, 2020 et 2021, c'est une épargne pour faute, si vous voulez, faute d'offre, faute de pouvoir dépenser. Donc là, c'est plutôt l'impossibilité de pouvoir dépenser à côté donc de l'épargne de précaution, hein. Donc là aussi, ça fait une épargne qui, elle, alors vient massivement, c'est la flèche sur la partie gauche, hein, des ménages vers les secteurs financiers. Vous avez un flux d'épargne important qui, bon, il y a toujours, hein, mais un surcroît de flux d'épargne lié à cette crise Covid. Et donc c'est aussi l'usage dans les mois à venir de cette épargne est un des gros enjeux sur l'ampleur de la reprise post-Covid, si jamais tant est qu'on puisse parler de post-Covid aussi simplement. Voilà. Voilà donc sur ce schéma. Vous avez également donc
les gouvernements, des rentrées fiscales, le gouvernement qui verse des transferts, alors énormément avec toutes les aides, hein, donc la partie transfert, elle n'est pas bloquée, bien au contraire, elle est hyper développée. Certains impôts, certaines rentrées fiscales sont étalés, atténués, suspendus, annulés pas encore, mais disons suspendus. Donc sur le mouvement de redistribution entre prélèvements et transferts. Et donc sur le schéma, ils ont mis un pot, on pourrait rajouter les cotisations sociales, hein, pour avoir tous les prélèvements. Vous avez donc des situations, un freinage ici, et des transferts qui sont accélérés de façon extrêmement importante. Du côté de la relation, donc pareil, les entreprises qui paient des impôts, pour certaines moins, hein, voilà, du fait de la moindre activité. Donc les impôts, par exemple sur l'impôt sur les sociétés étant assis sur le résultat des entreprises, si ce résultat est moindre, à ce moment-là, l'impôt risque d'être moindre, et donc et du côté des ménages et des entreprises, face en plus à un surcroît de dépenses gouvernementales, eh bien entraîner la montée du déficit budgétaire, ce qui est déjà là, et la montée de l'endettement. Nous y sommes pour financer ce déficit budgétaire. Côté entreprise, alors le risque, c'est un schéma un peu international qu'a fait Baldwin. Donc le risque, c'est la faillite d'entreprise. Alors pour l'instant, rien en vue. Dans les tribunaux de commerce, ils n'ont rien à faire, hein, alors qu'on est dans une crise historique, ils n'ont jamais eu aussi peu d'affaires à traiter. Et donc là, ici, c'est le fait que, avec les aides gouvernementales, eh bien, notamment en France, on se plaint beaucoup, mais on est les champions quand même des aides par rapport à d'autres pays, eh bien, pour l'instant, on sauve tout le monde. C'est-à-dire que l'entreprise, on sauve des entreprises qui sont en difficulté. Certaines allaient très bien, c'est le Covid qui les met en difficulté, mais d'autres allaient très mal avant le Covid, allaient déposer des fois le bilan. Mais on les sauve aussi. On n'a pas le temps de trier entre les entreprises viables et pas viables. Et donc, c'est ce qu'on appelle des fois dans la presse ou dans les articles économiques, donc une expression qui plaît parce qu'elle est imagée, les entreprises zombies. Hein, on parle de zombification des entreprises, ce qui signifie qu'il y a actuellement des entreprises qui sont en gros toujours vivantes, mais qui sont un peu des mortes vivantes. Hein, vous voyez, pour reprendre la métaphore là, de ce type de film ou de littérature. Et donc, c'est dans ces entreprises zombies, voilà, vous avez des entreprises qui sont, je dirais, opportunément soutenues par les aides Covid, mais qui en fait ne devraient pas, en temps normal, auraient disparu, auraient été liquidées, des faillites auraient été prononcées, la vie malheureuse mais ordinaire d'une partie des entreprises. Donc là, pour l'instant, la croix, si vous voulez, sur les entreprises faillites, elle est suspendue, hein, du fait qu'on a sauvé pour l'instant tout le monde, mais dans les mois qui vont venir, les aides vont s'alléger au fur et à mesure de la reprise économique, et à ce moment-là, il va falloir solder les comptes, c'est mécanique, c'est-à-dire que des entreprises, et alors comment dire, ça va être assez simple, vous prenez les bilans sur plusieurs années, on voit bien quelles sont les entreprises à ce moment-là et les comptes résultats, quelles sont les entreprises qui étaient non viables et bon, qu'on a fait tenir peut-être un an de plus, mais qu'on va arrêter de porter à bout de bras, donc on va dézombifier, hein, en partie. Et puis il y a des entreprises qui sont tout à fait, qui est tout à fait possible possible d'être pérenne, voilà, où c'est vraiment le moment du Covid qui est une difficulté, et avec un petit accompagnement, à ce moment-là, l'activité pourrait reprendre. Et donc, il va y avoir un tri qui va se faire fatalement, hein, et avec donc une inquiétude sur le chômage. Donc, certaines croix sont potentielles aussi, elles ne sont pas absolues, et certaines fois, elles sont comme ici potentielles. Qu'est-ce qu'on voit aussi sur ce schéma? On voit sur la partie en haut à droite
venant du reste du monde vers l'économie domestique, le fait que les chaînes d'approvisionnement ont parfois été perturbées. Donc ça, c'est par exemple il y a un an, au tout début de la crise, quand elle était encore, pensait-on, en Chine, eh bien, on a vu que les entreprises chinoises étaient à l'arrêt, et donc à ce moment-là, certaines productions ou certaines parties de production, certains biens intermédiaires ne venaient pas ou venaient difficilement. Hein. Mais cela dit, quand même, globalement, on n'a pas vécu de pénurie. Les chaînes d'approvisionnement ont été quand même perturbées, mais n'ont pas été non plus effondrées. Hein. Voilà. Donc ça, vous avez également des moindres rentrées en haut, tout à fait, en haut à droite, des moindres rentrées pour les entreprises, des paiements d'export qui n'ont pas eu lieu, puisque les entreprises, en gros, de chaque pays ont eu du mal à exporter. Le commerce international a marqué un petit peu le pas, au gré du fait que les pays étaient touchés par ce Covid, pas forcément toujours absolument synchrone. Du moins dans le premier. Après, on a vu que les pays qui n'étaient pas touchés pouvaient l'être après, donc la notion de modèle on nous a parlé de modèles singapouriens, etc. Bon, enfin, ils sont un peu au fond du seau actuellement. Hein, voilà, donc il faut être très prudent face à ces histoires de modèles, toutes ces leçons qu'on veut donner ici ou là, un peu à la va-vite. Hein. Au niveau, à l'extrême centre et droite du schéma, une perturbation des chaînes d'approvisionnement domestiques. Hein, donc les chaînes d'approvisionnement internationales ont pu être parfois touchées. Elles ont pu être aussi touchées domestiquement. Je ne sais pas moi, il suffit que sur une région, alors un pays, mais aussi une région, vous ayez un peu plus de Covid, un peu plus de salariés qui soient touchés, d'entreprises qui soient fermées, qui aient du mal à produire, qui ralentissent les cadences. Et à ce moment-là, cela peut gêner les entreprises qui comptent sur ces productions. Et donc que l'approvisionnement soit international du reste du monde ou domestique, c'est la même perturbation en gros des chaînes d'approvisionnement domestiques ou internationales. On a le fait que les entreprises ont moins payé fatalement de salaire aux ménages. Donc c'est la croix avec le petit 1 là, sur le bas et la droite. Mais on a vu que l'État, en gros, avait pris le relais. Hein. Donc là aussi, on a c'est risible si on entend certains parler en France de néolibéralisme. On est à peu près avec une socialisation de la production presque des 2 tiers, donc on est plutôt à tangenter une économie soviétique qu'une économie néolibérale, ultralibérale. Enfin voilà, on se paie de mots dans la généralisation du non-sens. Voilà. On emploie des mots, on se gargarise sans savoir ce qu'ils veulent dire, quoi, et en se ridiculisant. Donc la dépense pour des pays comme la France a été, en gros, l'État a pris la tutelle, pas forcément directe, mais indirecte des entreprises en se substituant par le chômage partiel aux salaires qui n'étaient plus versés par les entreprises. Hein. Donc le chômage partiel, à peu près 84% du salaire net. Alors c'est à la fois extraordinaire et non satisfaisant, même comme mesure, puisque lorsque vous avez un petit salaire, si vous avez 84% de votre petit salaire, certes vous en avez 84%, mais 84% d'un petit salaire, ça fait plus petit que le petit salaire, et donc vous êtes fatalement mécontent. Et donc c'est pour ça qu'on peut entendre dans la société, alors que les gens perçoivent 84% de leur salaire en restant sur leur canapé, eh bien ils râlent malgré tout. Alors bon, ça peut être une partie de la France qui râle, bien sûr, mais c'est aussi le fait que pour une partie de la population, voilà, 84% d'un SMIC, ça va quand même être difficile, et en même temps, 84% c'est mieux que 0 ou 5%. Voilà. Donc situation ambiguë, et donc perception qui va dépendre
du pourcentage, enfin du salaire sur lequel, du montant du salaire sur lequel s'applique ce pourcentage. Et que n'avons-nous pas commenté dans ce schéma? Alors là aussi, c'est une potentialité. Quand le schéma a été fait, il n'y avait pas beaucoup de recul. Mais l'avantage, c'est qu'il nous sert ce schéma avec les commentaires en disant mais cela s'est passé ou cela ne s'est pas passé. On peut mettre de la nuance. Et donc c'est en bas à gauche autour du secteur financier. Alors, crise financière, bien, non, il n'y a pas eu, c'était le risque. Les marchés, il n'y a pas eu de krach boursier, si vous voulez, les marchés ont baissé, les valorisations sur les marchés boursiers ont baissé, mais en même temps, assez rapidement, au bout de 3-4 mois, sur certains types de placements ou de titres, les cours d'avant la crise du Covid, entre mars et juillet-août 2020, les niveaux des cotations étaient retrouvés alors surtout sur les marchés spécialisés ou sur les actions centrées sur la tech, sur la technologie, puisque les perspectives à l'époque de découverte de vaccins, les perspectives d'avoir besoin de l'informatique pour nous aider à résoudre un tas de problèmes assez complexes de logistique, par exemple. Donc, on mettait beaucoup d'espoir dans la recherche et les entreprises et les startups du monde scientifique, et donc des placements sur le marché type américain du Nasdaq ou sur les secteurs de technologie font qu'il y a eu des envolées des titres, alors pas forcément que spéculatives, mais enfin au sens mais tout simplement anticipant des profits futurs à venir dans des domaines dont on pensait qu'ils ne pouvaient que se développer. Par contre, effectivement, certains secteurs les cours d'entreprises comme Accor, groupe de l'hôtellerie ou les groupes du tourisme, là c'est beaucoup plus difficile parce que les perspectives de profits futurs dans ces activités sont toujours très délicate et elle l'était encore plus lorsque le schéma a été fait. Donc il y a potentiellement un risque de crise financière, mais qui n'a pas eu lieu. Les banques centrales ont soutenu les banques. Les marchés financiers, évidemment, ne se sont pas effondrés, même si certains secteurs ont glissé un petit peu. Mais globalement, en un an, les niveaux de revalorisation ont été retrouvés et je vous dis dans les secteurs technologiques beaucoup plus vite que l'année. Voilà, donc voilà, on peut encore continuer, mais ce schéma vous fournit finalement de façon assez simple un cadre pour essayer de poser, disons, les grands mouvements, les grands mouvements sur les flux de revenus. Et vous voyez, donc c'est une crise assez particulière là qu'on retrouve, les chaînes d'approvisionnement, l'épargne de précaution qui explose, l'impossibilité d'acheter alors que l'on voudrait, parce que l'offre est restreinte volontairement, pratiquement, du fait des confinements, par exemple, pour les activités dites non essentielles, voilà, ou les perturbations de chaînes d'approvisionnement. Et donc, c'est une différence, par exemple, avec la crise de 2008, la crise du subprime, où sur la crise du subprime, c'était davantage une crise centrée sur en bas à gauche, le secteur financier, et où c'était un bloc qui avait complètement dysfonctionné, alors que là, vous voyez, par rapport, donc le schéma crise de 2008, ce serait une grosse croix rouge sur le secteur financier, et c'est tout. Et tandis que là, vous avez potentiellement, ou effectivement, ou avec plus ou moins d'ampleur, des nœuds sur les différentes croix de ce schéma. Donc le visuel sur le même circuit est assez différent, je crois. Voilà, et la comparaison avec 2008, où c'est un bloc qui dysfonctionne, me semble assez éclairante pour montrer sur ces deux dernières crises les différences qui apparaissent là entre ces deux crises. Voilà. Et donc, l'idée ici, c'est de... Donc, la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs vagues
que nous avons vécu avec confinement, reconfinement, partiel, avec des modalités, est-ce que ce sont des vagues différentes ou des épisodes, dans ce que des fois on appelait les stop and go de l'épidémie, on freine et puis on réouvre les uns, les autres, un peu plus, un peu moins vite. Donc, on peut continuer et dans cette fin de séance, et ce sera la prochaine séance qui sera aussi la dernière de cette année donc universitaire, se centrer sur des questions qui prennent encore la suite, donc passer la cause, enfin, vue comme un double choc négatif et d'offres et de demandes. Là, on continue dans le B, donc comment l'affectation des revenus du fait de la moindre création de richesse, comment cela affecte la circulation des revenus. Et on peut continuer ici dans un grand C en regardant alors quelques axes. Je ne prétends pas épuiser tout le sujet, bien sûr, mais quelques axes de réponse des États en termes de politique, en termes de politique publique. Alors, ces réponses, j'ai essayé de les organiser de façon chronologique, en droit temps. Alors, on va parler de ce que j'ai appelé l'urgence face à la crise. Et la fois prochaine, nous parlerons au-delà de l'urgence, donc de relance, pour des aspects conjoncturels, et un petit 3 par lequel nous terminerons avec des perspectives plus structurelles, plus de long terme. Alors, ça ne va pas dire qu'on va dévoiler quel sera l'avenir à 4-5 ans, c'est pas ça, mais voilà, essayer d'organiser ce que l'on peut avoir dans le viseur comme connaissance entre l'urgence, la relance et des aspects à moyen long terme, disons. Alors, sur ce que j'ai appelé donc l'urgence, c'est l'idée que face à ce double choc négatif d'offres et de demandes, face à ces flux, ce PIB qui s'effondre, temporairement, face à ces flux de revenus qui sont complètement modifiés, eh bien les gouvernements, alors là aussi, vous avez vu, quels que soient les discours, les programmes sur lesquels on a été élu, tout le monde de façon unanime, alors avec des variantes suivant les pays, mais tous les pays ont cherché à amortir la crise. Alors là, je parle des pays développés, des pays qui peuvent avoir les moyens de faire ceci, bien sûr. Pour les autres, peut-être qu'ils voudraient bien, mais ils ont plus de difficultés. Alors, l'urgence, alors, si on reprend le canal, ça passe par les grands axes des politiques conjoncturelles. Alors, la politique monétaire, elle avait été très active lors de la crise de 2008, quand il s'était agi de sauver les banques, le secteur financier. Vous savez, on en avait parlé, sauver les banques, ne nous trompons pas, c'est-à-dire sauver nos comptes bancaires dans les banques, parce que si on ne sauve pas les banques, ce sont tous vos revenus, vos placements, quels qu'en soient les montants, qui sortent. Et donc, je n'ai pas dit sauver les banquiers, j'ai dit sauver les banques, c'est-à-dire sauver les comptes en banque des Français, si on est pour la France. Alors, lors de la crise de 2008, là, la Banque centrale et les banques centrales dans les grands pays avaient été beaucoup à la manœuvre, avaient sauvé les banques, avaient donc inondé l'économie d'argent bon marché et abondant. Donc, les taux d'intérêt avant la crise du Covid sont déjà nuls ou négatifs. Il faut savoir que les épargnants payent pour acheter de la dette française ou de la dette allemande. Donc les gens, je veux bien qu'on s'inquiète sur l'endettement, il faut y faire attention, mais enfin, il faut savoir qu'actuellement, lorsque l'État emprunte, il le fait sur certaines échéances à taux négatif, et ce qui signifie donc que ce n'est pas l'État qui paye pour rémunérer le service que rendent les prêteurs, mais ce sont les prêteurs qui placent en achetant de la dette française
et qui, sur cette échéance, en plus, acceptent de payer pour détenir de la dette française. Donc, alors c'est pas très normal, l'économie marche un peu sur la tête, mais c'est pour vous dire que voilà, les questions politique monétaire, c'était plutôt 2008 et les années avant, où les banques centrales, face aux crises financières de change ou bancaires à répétition, la politique monétaire a été beaucoup à la manœuvre et assez pour les politiques budgétaires. D'ailleurs, les banques centrales reprochaient souvent au gouvernement d'être assez inerte et de laisser les banques centrales seules se débrouiller. Et alors là, si vous voulez, les politiques monétaires sont un peu au bout de ce qu'elles peuvent faire, et par contre, la plupart des mesures sont des mesures d'ordre budgétaire. Donc c'est la politique transitant par le budget des États c'est là où sont les mesures essentielles. Et alors, de façon différenciée suivant les États, l'idée de l'urgence, c'est que les gouvernements ont essayé de se débattre en trouvant en prenant des mesures pour essayer d'aider les agents économiques, donc les ménages, les entreprises, à passer le temps de cette crise dont on ne connaît pas la fin quand même. C'est ça. Bon, c'est souvent le cas des crises, mais là, vous voyez, pour l'instant, on a espoir en le vaccin, on a une course de vitesse entre la propagation du virus et la propagation des effets du vaccin. Le pari serait gagné si la vitesse de propagation du vaccin l'emportait sur la vitesse de propagation du virus, mais on n'est jamais sûr de rien. Et donc l'idée, c'est que lorsque l'économie, on l'a vu, se bloque, se grippe, eh bien voilà, on va dans l'urgence débloquer des fonds, voilà, alors qu'on le dise en français ou en anglais, voilà, en gros, c'est le quoi qu'il en coûte pratiquement qui a été l'option retenue. Alors, on ne va pas faire le tour de tous les pays, et j'ai pris la France et puis quelques mots aux États-Unis, par exemple. Donc en France, le plan, la seule urgence, je ne parle pas de la relance pour demain et après-demain, on est à peu près sur 200 milliards. Voilà, une paille quand même. Donc 200 milliards, mobilisés en un temps record quand même. Alors même s'il y a encore ici ou là des agents qui attendent, qui trouvent que ça ne va pas assez vite les paiements, voilà, quand on regarde ce qui s'est passé, la vitesse à laquelle ça s'est passé, et qu'encore dans l'histoire, on est quand même sur des délais de réaction extrêmement rapides. Donc pour la France, 200 milliards à peu près. Donc ça veut dire qu'on a sorti 133 milliards d'euros au titre du sauvetage de l'emploi par le chômage partiel. 133 milliards quand même. Donc, on n'entend pas beaucoup, le gouvernement ne fait rien, etc. 133 milliards sont allés dans la poche des ménages. Et donc, oui, ce que je vous disais tout à l'heure, là, le néolibéralisme, là, dans la bouche de certains, il faut arrêter, quoi. Ce sont c'est n'importe quoi. L'État se substitue à hauteur de 133 milliards au versement des rémunérations par les entreprises, incapables de l'assurer fatalement, puisque fermées, soit administrativement, soit faute de clients, enfin voilà. Donc 133 milliards sur les 200 pour sauver l'emploi par le chômage partiel. Le fonds de solidarité pour aider, alors cette fois-ci, les indépendants et les très petites entreprises, les TPE, 13 milliards, 13,3 même, voilà. Enfin, on n'est plus à 0,3 près, on me dirait. Voilà, donc 13 milliards d'euros pour sauver de l'asphyxie les indépendants et les TPE. Oui. Donc là aussi, certains qui, avant la crise du Covid, n'avaient que de l'hostilité, voire de la hargne, voire beaucoup plus entre l'État, les impôts, ils voulaient pendre les inspecteurs des impôts. C'était des fois des héritiers du Nati des années 60, là, et du mouvement Poujade et tout ça. Bon. Et finalement, là aussi, le discours anti-État, on s'est assis dessus, et finalement 13 milliards d'euros. Alors, je ne critique pas, mais je fais juste remarquer qu'il y a des haines anti-État qui sont finalement assez vite solubles dans des billets en euros. Voilà, donc ils ont été pris, je vous rassure, ils n'ont pas été retournés au centre, la trésorerie, 13 milliards 3. Donc là, on sauve tout le monde, les indépendants, donc dans la région, les moniteurs de ski qui ont des baisses de chiffre d'affaires. Bon, même par rapport à des mois d'octobre où on n'est pas sûr que les stations fonctionnaient vraiment, mais enfin bon,
on a des versements qui ont été opérés comme ça sur des mois. Bon, très bien. Donc là aussi, on sauve tout le monde sans trop regarder. C'est l'urgence, bien. On a décalé les échéances sociales et fiscales, là aussi avec peu de bruit, mais en fait pour 27 milliards quand même. Hein, donc ça, c'est pas une annulation, c'est un moratoire. Donc ce qui veut dire qu'on a décalé pour alléger les trésoreries des entreprises qui ne pouvaient pas faire face à leurs échéances de TVA, d'impôt sur les sociétés, de cotisations sociales, etc. Voilà, donc des étalements très rapidement ont été accordés. Donc on est à 133 pour le chômage partiel, 13,3 milliards pour les indépendants, TPE et professions libérales en difficulté, 27 milliards d'étalement. Alors certains reviendront, d'autres ne reviendront pas. Hein. Ceux qui vont dans les zombies, là, les morts vivants, ceux qui vont vraiment être morts, ce sera des créances qui ne seront pas honorées, donc il faudra prendre ces pertes. Et vous avez également 133 milliards de prêts garantis par l'État. Donc ça veut dire que c'est l'État qui prête, mais ça veut dire que c'est l'État qui se porte garant en quelque sorte, hein, pour que des agents puissent avoir des prêts, dont les fameux PGE, hein, les prêts garantis pour l'État. Alors même si l'État, bien sûr, vous allez me dire, il ne décaisse pas dans le fond, etc., c'est de la fumée, donc ça veut dire que ceux qui rembourseront le PGE, qui seront en capacité, ils n'auront pas besoin que l'État se porte garant. Par contre, ceux qui, soit parce ils sont zombies, parce qu'ils étaient en difficulté avant le Covid, soit parce que finalement ils allaient bien, mais mal le Covid va leur porter atteinte, ils ne vont pas s'en remettre, et bien là, à ce moment-là, malgré les emprunts qu'ils auront fait là depuis 2020, depuis mars 2020, eh bien, ils ne pourront pas le rembourser. Donc, c'est l'État qui se portera garant vis-à-vis des banques qui avaient distribué ces prêts et qui ne verront pas le remboursement. Donc là, il faudra bien le sortir du budget de l'État. Donc oui, dans les 133, autant les milliards et 133 milliards de chômage partiel, ici, ils ont été décaissés. Les fonds de solidarité, 13,3, ils ont été, pour les TPE, les indépendants, ils ont été décaissés. Les moratoires, 27 milliards, il faut quand même que l'État emprunte pour financer cet argent qui ne rentre pas. Sur les 27 milliards, une partie ne reviendra pas, une partie reviendra. Et sur les PGE, donc 133 milliards, une partie de la garantie sera exercée et une autre partie ne sera pas exercée. Ça va dépendre là on va malheureusement on va dire dans les 8 mois qui viennent, si la crise sanitaire se calme effectivement, on va voir à la fois la reprise et des entreprises qui vont rester, comme on dit vulgairement, sur le carreau, hein, malheureusement. Alors, en moyenne, les ménages français n'ont vu leurs revenus finalement ne chuter que de 5%. Pendant les 8 semaines de confinement, hein, depuis en mars 2020, alors que le revenu national baissait d'un tiers. Vous voyez, donc sur les 8 semaines de confinement à partir de mars 2020, la demi-mars 2020, le revenu national baisse d'un tiers. Après, bon, il a remonté ensuite, mais il a baissé d'un tiers. Et le revenu effectif des ménages n'a baissé que de 5%. Donc c'est vous dire à quel point les mesures d'urgence ont été efficaces pour éviter l'effondrement du revenu de la plupart des ménages français, hein, puisque nous sommes toujours dans cette situation. Donc une protection de mesures d'urgence finalement extrêmement efficace. Voilà, les chiffres sont imparables, si vous voulez. Voilà, et puis on voit, il n'y a pas de... Les gens ne bronchent pas, hein, finalement, massivement. Voilà, il y a plutôt du contentement. Enfin, du contentement, entendons-nous. Hein, cette efficacité, si vous voulez, dans l'atténuation des difficultés est quand même là. Alors après, même s'il peut y avoir des cas ici ou là qui sont durs, mais on a vu aussi comment les autorités en France ou dans d'autres pays adaptaient leur plan d'urgence au fur et à mesure qu'ils découvraient comme on dit, des trous dans la raquette. Alors ils complétaient les mesures, ils ajustaient. On a vu quand même, hein, que ce soit en France ou ailleurs, les gouvernements effectuer ce genre d'action.
Alors, si on le voit autrement, la grande majorité à peu près des ménages français, à peu près 22 millions, n'ont pas connu de dégradation sensible de leurs revenus, c'est quasiment inchangé, avec toutes les mesures, et l'activité qui continue pour certains. Par exemple, pour moi, l'activité a continué, j'ai perdu quelques milliers d'euros pour des heures qui n'ont pas été faites sur l'année, mais enfin, voilà, il n'y a pas d'effondrement du revenu, l'activité continue. Pour 6,5 millions à peu près de salariés, on a eu une perte de revenus assez limitée par l'activité partielle, on en parle tout à l'heure, c'est les gens qui ont 84% au lieu de 100%, avec pour certains, pour les petits salaires, le 84% est plus dur que si vous avez 2 ou 3 fois le SMIC à 84%, bien sûr. Hein, voilà. Et on estime à peu près 1,5 million de ménages, ceux qui ont subi un choc un peu dur, donc souvent des gens qui étaient en situation d'intérim, sur des contrats courts, certains emplois de saisonniers, hein, où là ça a été plus difficile. Alors pour les saisonniers, ça a été long, il y a des choses qui ont été mises en place, mais enfin bon, c'est assez compliqué. Et puis pour certains indépendants aussi, mais là aussi, bon, ils se situent dans le groupe de ceux qui ont un peu plus perdu par rapport à d'autres ménages, et c'est l'éternel problème. Les aides ont été versées au prorata du chiffre d'affaires déclaré, et donc effectivement, plus vous avez une activité effective qui est différente de l'activité fiscalement déclarée, vous percevez les aides au regard de vos déclarations fiscales et non pas au regard de votre activité réelle. Donc ça, voilà, ils ont joué, on peut dire, certains, et donc ils ont perdu, enfin, ou ils ont eu une aide au regard de leur activité fiscalement déclarée. Hein. Alors si on ne peut pas avoir tout. Hein, voilà. Donc voilà pour un pays comme la France, et donc pas mal de pays avec des variantes ont mis en place des mesures un peu similaires avec plus ou moins d'ampleur, mais on fait partie hein, dans les pays développés vraiment du petit groupe de pays de tête dans la masse de revenus mobilisés, enfin de milliards mobilisés pour aider dans l'urgence, et finalement avec une efficacité jamais parfaite, toujours insuffisante, mais enfin, aussi, les études internationales le montrent, voilà, on fait partie quand même des pays où ça a tourné, même s'il a fallu revoir assez souvent la copie, où on s'est débattu, on s'est adapté, et avec une relative efficacité. Aux États-Unis, pour prendre un autre type de modèle de fonctionnement de société, alors, chômage partiel, cette notion n'existe pas vraiment, ça n'a pas été un ressort, alors que ça a été énorme pour la France. Hein. C'est peut-être les Allemands qui l'avaient fait sur la plus grande échelle au moment de la crise du Covid. C'était un des pays qui l'avait le plus utilisé, la France un peu moins. Et là, la France a beaucoup utilisé le chômage partiel. L'idée aussi étant, c'est que ça permet d'éviter que les entreprises ne se séparent de leurs salariés. Et donc l'avantage, c'est que quand l'activité repart, les salariés sont toujours là. Vous n'avez pas perdu les compétences, vous n'avez pas à recommencer des processus de recrutement, enfin, en général, et voilà. Et donc, quand l'activité repart, elle peut repartir assez vite, puisqu'il suffit de reprendre les salariés, on arrête le chômage partiel, on reprend l'activité, on bosse, et donc c'est immédiat, quoi. Vous avez vos personnes. Alors, c'est moins évident, par exemple, pour des activités comme la restauration, qui a eu des fermetures très longues, et avec des fois pas mal de contrats courts, de saisonniers. Et donc là, avec la reprise, vous l'avez peut-être entendu, avec la reprise de l'activité qui pointe, la réouverture donc étalée jusqu'à fin juin, où on devrait retrouver l'activité à peu près normale, eh bien les entreprises de l'hôtellerie-restauration sont inquiètes parce qu'elles ne retrouvent pas leurs salariés ou même leurs saisonniers, parce que des fois certains ont pu retrouver d'autres activités et qui ne veulent pas lâcher, n'étant pas sûrs de la reprise dans l'hôtellerie. Voilà, hein. Et donc c'est quelque chose qui peut peut-être rendre difficile la reprise, ou qui peut la ralentir, la rendre moins forte dans certaines activités, paradoxalement. Hein, voilà. On s'est dit le commerce repart, l'hôtellerie, le tourisme, mais
ils ont des fois du mal à recruter, quoi. Ils ne retrouvent pas leur personnel, hein, voilà, parce qu'ils sont des fois, ils ont pu partir ailleurs. Alors certains vont revenir, mais ceux qui manquent, ça risque d'être dur s'ils ne veulent pas lâcher l'activité sur laquelle finalement ils ont pu, pour certains, se positionner. Alors je reviens, pardon, aux États-Unis, donc eux, pas tellement de chômage partiel, vous voyez, c'est histoire de montrer un peu des différences, hein, ce n'est pas une piste qui a été utilisée. Et par contre, alors c'était sous le gouvernement Trump, hein, l'urgence avec Biden, on est sur la fin de l'urgence, c'est plutôt la préparation de la reprise, donc ce qui sera la prochaine fois le point numéro 2. Donc c'est sous la présidence Trump et donc ils ont plutôt distribué à certains ménages des chèques, hein, c'est-à-dire voilà, ils ont distribué une aide. Alors je reprends les chiffres, là, je regarde. Donc 1200 $ au maximum par adulte ou individu qui aurait touché moins de 99 000 $ sur l'année précédente. Alors c'est avec les revenus, les niveaux de revenus américains, hein, voilà. Mais voilà, 1200 $ maximum par adulte ou individu qui aurait touché moins de 99 000 $ sur l'année précédente. Donc le chèque gouvernemental qui lui arrive, hein, voilà. Et vous ajoutez 500 $ par enfant âgé de moins de 17 ans. Et donc on a balancé du pognon qui a été viré sur le compte bancaire des gens. Alors des fois c'est une notion qu'on parle de monnaie hélicoptère ou de monnaie d'hélicoptère dans la littérature économique chez un penseur comme Milton Friedman. Alors il y a différentes conceptions de ça. Chez Friedman, c'est plutôt une vision, oui, on pourrait dire que c'est un côté néolibéral. Là, par contre, le mot peut être ou ultralibéral. Le mot peut être employé sans être galvaudé comme tout à l'heure, hein, voilà. Et dans l'esprit de Friedman, c'est quelque chose que l'État donnerait un chèque, mais pour solde de tout compte. C'est-à-dire, on vous coupe toutes les aides sociales et subventions, et en fonction de vos revenus, on vous donne une sorte pas de revenu universel, mais de complément qui varie suivant vos revenus par rapport à un seuil. Et après, pour solde de tout compte, et vous vous débrouillez. Voilà, hein. Et donc c'est un petit côté redistributif, mais globalement l'enveloppe dans les calculs des gens dans cet héritage-là monétariste, ça fait des enveloppes d'intervention de l'État drastiquement revues, hein, je ne vous le cache pas. Donc on trouvait l'expression de monnaie et d'hélicoptère, c'est-à-dire que c'est comme si depuis un hélicoptère, le gouvernement lâchait de l'argent. Alors bon, il faut quand même normalement le cibler, ce qui est le problème. Voilà, donc c'est popularisé dans la littérature sous ce nom-là. Et des fois les journalistes, ça leur plaît parce que ça fait des jeux de mots, des titres, c'est une image, on peut faire des caricatures, bon, même si on ne sait pas toujours ce que c'est. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu. Et donc ça revient à distribuer donc de l'argent aux ménages. Et le but pour faire face aux difficultés. Donc je vous ai donné les critères. Et ainsi soutenir dans l'urgence l'économie américaine. Et donc comme ça s'adresse aux ménages qui ont les revenus les plus faibles, ce sont des sommes que vous retrouvez intégralement normalement, que vous attendez à retrouver intégralement dans la dépense et dans la consommation. Et donc ça aurait un effet de relancer un peu certaines activités d'achat, hein, voilà, et de soutenir ainsi des entreprises, mais plutôt les entreprises voilà, de consommation, enfin, de biens de consommation, de proximité. Alors, à la différence de pays comme la France, ou d'Europe du Nord, ou les Allemands, ou les Belges, hein, où ça a été, les politiques face à l'urgence ont été plutôt quand même efficaces, cette politique aux États-Unis, elle laisse quand même assez circonspecte, puisque les estimations qui ont été faites, c'est que alors déjà c'est une partie de la population, mais beaucoup plus limitée qu'en France ou dans les pays occidentales, et en fait ils se sont aperçus que ces chèques-là, c'est à peu près 3/3. Alors pas à la Marius, vraiment 3/3. Hein. Un tiers ont été consommés, ce qui était l'effet attendu, mais un tiers simplement, est reparti dans le circuit de la consommation et de soutenir l'activité. Un tiers a été utilisé pour se désendetter. Voilà, parce qu'on l'oublie quand même, les ménages en 2020 sont quand même les héritiers des ménages de 2008 qui étaient endettés des restes de la crise du subprime.
Ils continuent à chaque fois qu'ils gagnent un peu, à être saisis d'une partie. Voilà, ils ont toujours ce boulet au pied. Donc ça, on n'y avait pas pensé. Et en fait, pour certains ménages les plus en difficulté, qui étaient les plus surendettés, toujours pareil, hein, les ménages riches sont endettés, mais ça ne pose aucun problème, ils peuvent rembourser. Ce sont les plus pauvres, toujours, qui sont surendettés. Hein. Et, euh, et donc, on distribuait ces chèques pour aider à la vie quotidienne, les besoins essentiels, la consommation, et ainsi soutenir les épiceries de quartier, etc., les petites entreprises. Hein. Et finalement, ça ne va partir que pour un tiers, hein, la consommation. Un tiers, c'est le désendettement. Donc voilà, donc on continue, on éponge la crise précédente, voyez, du subprime, moins que celle du Covid finalement, pour un tiers. Et le dernier tiers est épargné. Alors même qu'on a des populations dont on attendait que ce soit intégralement consommé, ce n'est, je répète, qu'un tiers consommé, un tiers pour rembourser, donc pour se désendetter, derniers héritages de la crise subprime de 2008, et un tiers épargné par crainte, précaution, et donc des mesures d'urgence pas très efficaces pour amortir, disons, le choc. Alors, je ne vais pas reprojeter le circuit, quoi, mais penser par comparaison à notre chômage partiel, aux aides aux indépendants, au moratoire sur les échéances sociales et fiscales, les PGE pour les entreprises. Voilà, hein, il y a quand même une grosse différence. Voilà, alors, c'est quelques mots sur l'urgence. Donc, si on suppose, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, hein, que la vaccination, du moins pour les pays développés, ce qui est quand même un problème, hein, tend à l'emporter sur la propagation du virus. On semble le voir en France avec la baisse de l'incidence, la baisse du R, etc. Bon, d'attention hospitalière, on l'a vu dans les pays qui ont le plus vacciné, parce que les plus en difficulté aussi. Hein, voilà, donc Israël ou nos voisins britanniques. Et, euh, et aux États-Unis, on commence à le voir, même si c'est encore plus tard, mais voilà, hein, c'est encore pas tout à fait aussi visible dans les courbes, mais donc en fait, on va supposer, si on suppose aujourd'hui que la crise sanitaire pourrait être en voie d'être jugulée, même si la grande question pour que ce soit jugulé, c'est quand même l'essentiel de la planète, les pays qui n'ont pas ou très peu vacciné. Hein. Voilà, donc c'est l'autre grand chantier. L'étape suivante, ça va être passer l'urgence. Alors, faire repartir la machine. Alors, on peut dire que ces mesures d'urgence, elles permettent de préparer la reprise, hein, de faire qu'on est toujours là pour reprendre. Mais je crois qu'il faut quand même séparer de ces questions de ce qu'on va appeler la relance, le redémarrage. Alors, on a vu des plans, etc. On a entendu parler du plan Biden. Bon, là aussi, il faut rester calme. Des plans européens, français, voilà, parce que si on compare la France et les États-Unis, forcément le plan Biden paraît extraordinaire, mais si on agrège les plans de relance des pays de l'Europe plus le plan de relance communautaire et qu'on le compare au plan américain, à ce moment-là, l'ordre de grandeur commence à se rapprocher. Disons, le plan Biden, si on peut dire, est moins spectaculaire si on le compare par rapport au Luxembourg, bien sûr, ou même à la France ou l'Allemagne. La comparaison ne peut être qu'en défaveur, mais elle est, vous le comprenez, dissymétrique. Voilà. Donc la prochaine fois, on parlera, disons dans le temps, passer l'urgence, de l'aspect relance. Alors, on ne va pas lire dans le mar de café, hein, mais on va essayer de voir ce qui se préfigure. Il y a des choses qui sont sorties, il y a quelques interrogations, il y a quelques commentaires d'économistes, voilà, sérieux qui essaient de donner quelques conditions qui font que la relance sera plus efficace ou moins efficace selon que si ceci ou si cela. Voilà. On a quelques repères. Et puis également, donc, on parlera de relance à court terme, de redémarrage et quelques perspectives en guise à plus moyen long terme, en guise de conclusion. Mais on ne prétend pas clore la question. Voilà, donc voilà pour cette
séance complète sur la crise du Covid, les effets sur la circulation des revenus et les aspects sur les revenus aussi en termes de mesures d'urgence. Et la prochaine fois sur un horizon un petit peu plus long. Allez, au revoir.